Bonjour à tous. Cette semaine, un trésor de souvenirs a surgi de derrière les fagots, selon l'expression consacrée. Il y a bientôt 40 ans, je me lançais dans la construction d'Espalut, une aventure insensée dont, heureusement, je n'avais pas mesuré toute l'ampleur. Si j'avais su à quel point ce projet serait titanesque, jamais je ne l'aurais entrepris. Le plus étrange, c'est que malgré mon inexpérience totale en matière de construction navale, je n'ai pas rencontré de véritables obstacles. Du moins, c'est ce dont je me souviens. Chaque soir, je me couchais en me demandant comment j'allais résoudre tel et tel problème technique complexe. Et au matin, tout était clair, comme de l'eau de roche. Une joie immense m'accompagnait chaque jour devant la tâche accomplie. Et ce, jusqu'au soir, où le cycle des interrogations recommençait. Cela a duré ainsi jusqu'à la fin du chantier. Le seul véritable défi, finalement, ce fut d'ordre physique, et sans doute psychique également. Après 10 ans passés dans une multinationale à diriger des équipes sur des chantiers en Afrique notamment, avec constamment la hantise du retard de l'avancement des travaux, car les pénalités dans ce genre de métier se chiffrent en milliers de dollars, et j'avais donc inconsciemment acquis des automatismes. Mais là, il se trouve que sur mon chantier, j'étais désespérément seul à l'ouvrage. Après 15 mois de travail acharné, ce mot est encore bien faible. Le bateau fut terminé, enfin. Et là, mon corps a complètement lâché. Je me suis littéralement effondré et j'ai dû être hospitalisé sur les conseils du docteur Christol de l'époque pour 15 jours à Guy de Chauliac à Montpellier. Je récupérais doucement, bien que j'ai failli revenir les pieds devant. Chaque jour, les médecins me faisaient passer des analyses qui ne révélaient rien d'anormal. Et la dernière analyse, celle après laquelle je me suis échappé de l'hôpital, c'était un IUV des reins. Ils m'ont injecté une dose complète d'iode sans avoir pris la plus élémentaire des précautions, à savoir une pré-injection. En fait, je l'ai appris à mes dépens, je suis allergique à l'iode. Résultat, arrêt cardiaque, suivi de 24 ou 48 heures de coma, je ne sais plus. Après 2 jours, j'avais récupéré, je me suis enfui en courant et ils ne m'ont jamais envoyé de facture. Bien, mis à part cet épisode, ce fut une aventure extraordinaire. Mais pour rien au monde, je ne voudrais revivre cela. Aujourd'hui, quand je navigue, quand je suis en mer dans les Caraïbes, et que je vois Espalut tracer majestueusement sa route sous voile, le bateau est non seulement magnifique dans ses lignes, mais c'est un bateau rapide pour son gabarit et surtout très marin. Il ne passe pas inaperçu dans le petit monde des voileux. Et il n'est pas rare, durant ces navigations, que tous les souvenirs de la construction remontent à la surface, si je puis m'exprimer ainsi. Je repense en ces moments-là où tout à coup les assemblages de tôles prenaient forme comme par magie. Les œuvres mortes et les œuvres vives terminées, la coque toujours à l'envers, dévoilaient ces lignes magnifiques. Puis la construction du pont, la peinture, l'accastillage, le sablage, le moteur, le safran et la barre à roue cintrée sur un bidon de 200 litres. La colonne de barre, je l'avais confectionnée avec un tuyau d'arrosage de l'époque, super solide. Et en fait, j'ai le souvenir que ça avait fait grincer les dents de mon père, car je lui avais piqué son tuyau d'arrosage. Les pignons et la chaîne de la 750 Honda pour confectionner la manœuvre pour les drosses du safran
qui d'ailleurs tiennent toujours et pour cause. Les aménagements intérieurs, je peux encore sentir l'odeur du contreplaqué et du pin d'Oregon que je travaillais sur le combiné du Rhin prêté par M. Glaze, qui avait son bateau au Cap d'Agde. Les 4 tonnes de plomb fondus et coulés à la louche, kilogramme par kilogramme dans chaque varangue, en plein été et à l'intérieur du bateau. Mes frères m'ont donné un coup de main, c'était sympa, je pense qu'ils doivent s'en souvenir. Le sablage millimètre par millimètre intérieur et extérieur et les nombreuses couches de peinture. Roger était venu pour faire la finition en rouge au pistolet. J'ai fini par modifier la couleur quelques années après en repeignant tout en blanc. La pose des instruments, les mâts, ajuster les haubans sur les ridoirs et tant de multitudes d'autres tâches. On me demande souvent, mais comment se fait-il que tu aies ce goût pour la voile ? Effectivement, absolument rien ne me prédestinait à cela. Personne dans ma famille n'avait jamais mis les pieds sur un voilier. Je devais avoir peut-être 10 ans, tout au plus. Et lors d'une rare sortie scolaire, nous étions sur la digue du Gros d'Agde et la maîtresse ou le maître, je ne sais plus, expliquait quelque chose dont je n'ai plus du tout le souvenir, car mon regard était fixé au large. Là-bas, j'avais aperçu un magnifique voilier tout blanc, avec 2 mâts, toute voile dehors. Il se dirigeait vers l'embouchure de l'Hérault. Et lorsqu'il passa à quelques mètres de nous, nous étions tous bouche bée. Je me suis alors tourné vers la maîtresse et du haut de mes 10 ans, j'ai déclaré d'un ton très sérieux, « Un jour, j'aurai le même ». Cela a bien sûr déclenché les rires de mes camarades. À l'époque, mes parents n'avaient même pas de voiture, ce qui était courant dans notre village. Les années ont passé, après l'armée, j'avais un super travail, un bon salaire, mais très vite j'ai compris que pour m'offrir un bateau, il me faudrait économiser probablement toute une vie. Chance, j'ai rencontré des collègues qui revenaient d'expatriation avec des salaires mirobolants. Nous étions en 1970, en plein premier choc pétrolier. Ce n'était pas le meilleur moment pour quitter mon emploi. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Grâce à ma détermination et, je dirais, un bon baratin, j'ai réussi à convaincre le DRH d'une multinationale qui se trouvait sur Paris et décrocher un contrat de 3 mois non renouvelable pour le Gabon. Arrivé là-bas, très vite j'ai obtenu un CDI et surtout une promotion. Après 4 ans, j'avais enfin les moyens de m'acheter un bateau, mais les grands voyages et le métier étaient beaucoup trop exaltants pour que je m'arrête là. Au bout de 10 ans, j'ai finalement démissionné pour acheter le bateau de mes rêves et partir quelques années à la voile. C'était le projet initial. Mais je ne trouvais pas le bateau, celui que le gamin de 10 ans avait vu au gros. Jusqu'au jour où, dans une marina, sur une zone technique, je l'ai aperçu, il se tenait là devant moi, tel que je l'avais imaginé. J'ai proposé au propriétaire de l'acheter au prix qu'il voulait. Rien à faire. Il m'a gentiment fait visiter l'intérieur, mais restait inflexible sur ma proposition. J'ai insisté lourdement, et voilà qu'il me dit « Tu n'as qu'à le construire ». Je lui ai répondu, dirigeant mon regard sur l'ensemble de son chef-d'œuvre, que c'était impossible en un seul homme. Et je n'avais pas toutes ses compétences. Il me précisa alors, c'est moi qui l'ai construit. Cette révélation m'a frappé. Réfléchissant intérieurement, je me dis en moi-même, si cet homme d'une 40aine d'années au style Babacool l'a fait, alors pourquoi pas moi? Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il avait une bande de copains pour l'aider et surtout
qu'il avait passé 10 années de sa vie à la construction. Peut-être que s'il m'avait précisé ce détail, je pense que je ne me serais pas lancé dans une telle aventure. Et je pense aussi que je l'aurais regretté a posteriori. Il me communique donc l'adresse de l'architecte naval. La Providence a voulu que ce monsieur, Louis Vernet, soit de Béziers, donc proche de chez moi. Un fascinant personnage hors du commun, un fervent catholique. Pour la petite histoire, j'étais moi-même à cette époque non-croyant. Ce détail est important et peut-être fera-t-il l'objet d'un autre récit à rebondissement inattendu d'ordre, je dirais, métaphysique. Monsieur Vernet, donc l'architecte, avait été dans une autre vie un capitaine au long cours sur des navires marchands des 3 mâts à voile. Après un long entretien sur mes projets, il m'a dit « Je dois réfléchir. Revenez dans quelques jours, je vous donnerai ma réponse. » Curieuse façon de procéder pour un architecte qui aurait pu simplement accepter ma commande. Au final, sa réponse fut positive. Nous avons eu de nombreuses rencontres, surtout au début. Je lui demandais des conseils techniques qui m'auraient bien aidé. Lui me parlait de fluide, d'écoulement et principalement de ses voyages autour du monde. Du passage du Cap Horn, des 40e réjouissants, il me faisait rêver avec ses récits. Cependant, je repartais très souvent sans la moindre réponse concrète à mes questions techniques. L'ancien cadre pressé que j'étais était souvent frustré d'avoir perdu une matinée. Une de ses connaissances m'a dit un jour « Il vous apprécie beaucoup », ce qui était effectivement réciproque. Je dirais même que nous avions un lien d'ordre spirituel, étant donné les événements qui ont suivi. Dieu bénisse ce grand homme qui est malheureusement décédé quelques semaines avant la mise à l'eau d'Espalut. Mise à l'eau à laquelle il tenait absolument à assister. Je réalise à cet instant que je m'égare dans mes souvenirs, alors que je voulais simplement partager quelques photos pour la postérité. Mais, après tout, Espalut n'est pas seulement un bateau, c'est également le témoignage d'une vie, d'une passion, d'une détermination et surtout d'une promesse faite un jour sur une digue balayée par le vent. Merci d'avoir écouté jusque-là. Peut-être à bientôt. Si la suite de ce récit t'intéresse, dis-le moi en commentaire et nous verrons bien. Hoy desperté con un sueño, ver al mundo mejor, una vida pura entrega. Pour terminer, quelques images extraites des vidéos de la chaîne Luc et Isabelle de la Voile à l'encre. Las razas, las guerras, las clases, las fronteras y así vivir en unidad. Quiero verlos brillar de nuevo, que la paz llegue al corazón. Quiero verlos soñar despiertos, confiarle nuestras alas al amor. Quiero verlos brillar de nuevo, que la paz llegue al corazón. Quiero verlos soñar despiertos, confiarle nuestras alas a Dios. Y andar por un sendero de abrazos y cariños, donde un extraño sea hermano y un adulto como un niño. Y reír y cantar y bailar sin parar y los sueños lograr. Juntos podemos dejar el odio atrás. Las razas, las guerras, las clases, las fronteras y así vivir en unidad. Quiero